Au lendemain du massacre en Nouvelle-Zélande, beaucoup ont tenté de déchiffrer les motifs de l'assassin Brenton Tarrant exprimé dans son manifeste intitulé Le Grand Remplacement. Le document de 73 pages explique comment les Blancs sont supplantés dans leur propre nation par deux facteurs principaux. Le premier est l'immigration des non-blancs, le deuxième est le taux de natalité plus élevé chez les non-blancs que chez les blancs. Comme je l'ai expliqué dans un article précédent, presque tous les nationalistes blancs, online, pointent du doigt un programme d'ingénierie culturelle délibéré utilisé contre les blancs pour anéantir systématiquement leur race. Qui est derrière ce programme selon eux? Les juifs. Et comment les juifs poursuivent-ils ce génocide blanc? En utilisant leur position de pouvoir au gouvernement, dans les universités et les médias pour promouvoir des politiques et des idéologies qui réduisent les taux de natalité des blancs et inondent l'Amérique du Nord et l'Europe de non-blancs. Deux idéologies principales sont généralement mentionnées comme étant typiquement anti-blancs: le féminisme et le style de vie gay. Le féminisme, selon les nationalistes blancs, réduit les taux de natalité de nombreuses façons. Par exemple parce qu'il encourage les femmes à s'épanouir au lieu de devenir mères, favorise le contrôle des naissances et l'avortement, facilite le divorce, etc. Le style de vie gay et la dissolution du genre par l'idéologie trans réduit également les taux de natalité parce qu'elle favorise, entre autres, un exutoire sexuel non reproductif. Pour le dire plus simplement, si les femmes blanches n'étaient pas occupées à faire carrière et à se faire avorter, et si les hommes blancs n'étaient pas occupés à avoir des relations sexuelles entre eux, plus de bébés blancs seraient nés dans ce monde. Ainsi, selon les nationalistes blancs comme David Duke, les juifs utilisent ces idéologies et la politique d'immigration comme un gourdin contre les blancs. Comment les juifs peuvent-ils faire cela? Ce que Duke et d'autres nationalistes blancs comme Andrew Anglin disent, c'est que les juifs sont en fait surreprésentés dans les postes de pouvoir au gouvernement et dans les universités et les médias. Les juifs ont tendance à être gauchistes eux aussi, et poussent au féminisme, au marxisme, à la libération sexuelle, etc. L'obsession nationaliste blanche pour les juifs tend à minimiser le fait que beaucoup de blancs sont en position de pouvoir et ont les mêmes politiques et les mêmes idéologies que ces juifs. En fait, ces mêmes politiques et idéologies ont été délibérément utilisées par les Blancs au fil des siècles pour attaquer le monde musulman ainsi que d'autres races comme les Noirs, les Amérindiens, les Autochtones, les Indiens, les Chinois, etc. Un exemple très récent que l'on peut citer est la présence toujours continue de soldats occidentaux en Afghanistan. L'une des raisons employées est que les talibans briment les femmes et qu'il faut libérer les femmes de ces obscurantistes islamistes. Mais ces nationalistes blancs détournent rapidement l'attention et prétendent que ces blancs cocus ont subi un lavage de cerveau de la part des juifs, ou que les juifs exercent tellement de pouvoir qu'ils sont capables de manipuler tous les politiciens et universitaires blancs partout au profit de l'agenda juif. Et pourquoi les juifs voudraient-ils s'attaquer aux blancs de cette façon? Les nationalistes blancs ont théorisé cela en profondeur dans des livres interdits comme The Culture of Critique. L'histoire est que les juifs sont eux-mêmes une race déterminée à se préserver et à préserver leurs intérêts, et qui considèrent la race blanche comme une menace pour leurs intérêts et leur domination générale. Cette histoire est beaucoup plus complexe et approfondie, mais nous pouvons en rester là pour l'instant. En fin de compte, pour le nationaliste blanc, lorsqu'un blanc comme Brenton Tarrant se déchaîne en tuant 50 non-blancs, il ne s'agit pas du tout d'un acte d'agression, ce n'est qu'un acte de légitime défense. En effet, c'est ce que dit explicitement le manifeste. C'est raciste, c'est sexiste, c'est homophobe, mais est-ce vrai? Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Une grande partie du discours contemporain ne parvient pas à aborder la substance de cette idéologie. C'est ce que nous avons vu avec l'analyse jusqu'à présent superficielle des médias grand public sur le grand remplacement. La mentalité qu'il y a cours de nos jours semble être que l'évaluation des idées offensantes, même de façon critique, est en soi un acte offensant. On se souvient, nous, de Manuel Valls, qui disait « Expliquer, c'est justifier ». Analyser les idées racistes en profondeur est en soi raciste. Tout ce qui n'est pas une dénonciation bêlante du racisme, c'est du racisme en soi. Bien sûr, je trouve cela injustifié. Il y a de quoi critiquer l'idée du génocide blanc et du grand remplacement qui ne s'arrêterait pas à une simple observation évidente qu'elle est raciste. Oui, le nationalisme blanc est raciste, mais le nationalisme blanc et la suprématie blanche ont été les idéologies dominantes de l'Occident pendant des siècles. Ce fait n'est pas présenté dans les discussions des médias grand public. Le récit majoritaire étant que le nationalisme blanc est un mouvement marginal qui joue en marge de la culture et de l'histoire occidentale. Cette supercherie est nécessaire pour fournir aux Américains et aux Européens un passé non raciste auquel s'identifier.
La réalité cependant est que presque tous les grands penseurs blancs de l'Occident, avant le début du XXe siècle, étaient des tenants de la suprématie blanche. L'idée que les non-blancs étaient des sauvages qui avaient besoin d'être conquis et civilisés était un truisme dans les écrits d'individus aussi disparates que Thomas Jefferson, Emmanuel Kant, Voltaire, John Stuart Mill et même Abraham Lincoln. Quant à ce dernier, le grand émancipateur, prononça un discours en 1858 qui disait « Je dirais alors que je ne suis pas, ni n'ai jamais été en faveur de l'égalité sociale et politique des races noires et blanches, que je ne suis pas, ni n'ai jamais été en faveur de faire des nègres des électeurs ou des jurés, ni de les qualifier pour exercer une fonction, ni de les marier avec des blancs, et je dirais en outre qu'il existe une différence physique entre les races blanches et noires qui, à mon sens, interdiront à jamais aux deux races de vivre ensemble sur le principe d'égalité sociale et politique. » La principale justification du colonialisme européen et de l'asservissement des non-blancs dans le monde après les Lumières a été le fardeau de l'homme blanc. Les nations blanches ont le devoir de civiliser le monde et d'amener le monde à un état d'illumination et en fin de compte de félicité utopique. C'est parce que les blancs sont supérieurs dans l'intellect, l'industrie, la pensée stratégique et d'autres qualités supposées uniques aux lignées européennes et à la physiologie européenne. Pourquoi aurait-il cette perception arrogante d'eux-mêmes? Eh bien, c'est l'évidence même, disait-il. Les Blancs ont inventé, ou au moins ont fait des progrès considérables, la science et la technologie. D'autres races ont-elles développé la machine à vapeur? La voiture? Le téléphone? Non. La race blanche l'a fait. Pour eux, cela prouve que les Blancs sont supérieurs de la seule manière qui apporte pour faire avancer la race humaine vers de nouveaux sommets du progrès. C'est le matérialisme et l'utopisme dans ce bas monde. La critique musulmane du nationalisme blanc peut précisément commencer ici. Même s'il était admis que les Blancs, après les Lumières, ont inventé plus et fait plus de sciences que les autres races, nous insisterons sur l'inutilité essentielle de ce bas monde, c'est-à-dire le petit monde de l'existence matérielle dans lequel nous vivons tous pendant plusieurs décennies, avant de disparaître dans la plus grande demeure de l'au-delà. Le prophète, que la paix soit sur lui, aurait dit « Si ce monde avait une valeur équivalente à l'aile d'un moustique pour Allah, alors il ne permettrait pas à l'incroyant de boire une gorgée d'eau. » Rapporté par At-Tirmidhi. La science, la technologie et la civilisation ne sont pas tout, mais les nationalistes blancs ont une fixation autiste sur ces notions comme s'ils étaient les piliers d'une religion, et le nationalisme blanc est une religion dans la mesure où il maintient une croyance téléologique au progrès, à savoir que la race humaine est destinée à progresser et à s'améliorer avec le temps par le développement matérialiste. Sans cette conception métaphysique du progrès, qu'ils ont hérité de l'eschatologie chrétienne tout en supprimant les aspects théologiques, il n'y a aucune raison d'accorder une valeur aussi élevée, en définitive, à la science et à la technologie. Et sans cette valeur dans la science et la technologie, il n'y a aucune raison de considérer la civilisation blanche, c'est-à-dire occidentale, comme étant fondamentalement supérieure à la civilisation non blanche. Sans la métaphysique du progrès matérialiste, le nationalisme blanc n'a donc aucune légitimité. Une nuance importante ici est que les nationalistes blancs d'aujourd'hui prétendent qu'ils ne sont pas comme les tenants de la suprématie blanche d'autrefois. Les nationalistes blancs disent qu'ils ne cherchent pas à dominer le monde entier. Au contraire, ils veulent simplement une nation pour les blancs. Les Chinois ont la Chine, les Mongols ont la Mongolie, les Indiens ont l'Inde, les Arabes ont plusieurs nations arabes, et bien sûr les Juifs ont Israël. Pourquoi les blancs ne peuvent-ils pas avoir leur propre nation? En outre, des pays comme Israël appliquent des politiques et des réglementations strictes en matière d'immigration contre les mariages mixtes, afin de préserver leur majorité raciale. Pourquoi les blancs ne peuvent-ils pas faire de même dans leur propre pays? D'autres pays reconnaissent l'importance de la démographie pour préserver le pouvoir. Pourquoi les Blancs sont-ils la seule race qui n'est pas autorisée à s'engager dans ce genre de jeu de pouvoir? En montrant des exemples comme ceux de la Chine et d'Israël, les nationalistes blancs soulignent l'existence indéniable d'une politique de deux poids deux mesures. L'ethno-nationalisme, ou du moins le tribalisme ethno-racial, existe partout dans le monde et a existé tout au long de l'histoire humaine. C'est un fait anthropologique et historique. Par exemple, il est difficile de voir comment des sionistes qui ont déplacé, occupé et génocidé des Palestiniens pendant des décennies, dans l'intérêt de la race juive, peuvent encore oser critiquer les nationalistes blancs. Alors, que peut-on dire? Une critique du nationalisme blanc doit être une critique de l'ethno-nationalisme et de l'identité ethnique en général. C'est là que les guerriers de la justice sociale, les gauchistes, et les marxistes culturels sont handicapés. La gauche identitaire, dans sa soi-disant célébration de la diversité, réduit toutes les identités aux identités de genre, raciales, culturelles et sexuelles. Chaque sexe, race, culture et prédilection sexuelle a son propre groupe identitaire associé, dont les intérêts collectifs sont en droit d'être poursuivis par ces groupes.
En fait, ces intérêts collectifs doivent être défendus par les politiques de justice sociale, qui combattent l'injustice systémique. Mais qu'en est-il des hommes blancs? Eh bien, les hommes blancs ne peuvent pas poursuivre leurs intérêts collectifs parce qu'ils sont la principale source de l'injustice systémique qui opprime tous les autres groupes. C'est du moins ce que l'on prétend. Je pense qu'il y a une part de vérité dans cette prétention. Car il est bien commode pour les Blancs, après s'être engagés dans des siècles de colonialisme, de génocide, de conquête par des massacres de masse dans le monde entier, de conclure maintenant qu'ils veulent être laissés seuls dans leur propre nation. Des nations qui, en passant, furent acquises de force sur des populations autochtones, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie. D'un autre côté, pourquoi ces jeunes Blancs d'aujourd'hui devraient-ils payer pour les péchés de leurs pères? Existe-t-il une culpabilité collective dont ils sont les seuls à souffrir en raison de leur sang? Ce genre de réalisme racial va dans les deux sens. Si la race est purement une construction sociale, ce que les marxistes culturels et les théoriciens de la race critique prétendent quand cela leur convient, alors pourquoi les Blancs, dont beaucoup sont eux-mêmes marxistes culturels sous une forme ou une autre, seraient-ils tenus responsables des crimes de leurs ancêtres biologiques? Pourquoi les jeunes Blancs ne peuvent-ils pas prétendre qu'ils ne sont pas blancs comme l'étaient les blancs racistes et méchants de l'histoire, et en tant que tels, qu'ils ont donc le droit de poursuivre leurs intérêts collectifs de la même manière que les latinos, les noirs, les chinois et les juifs peuvent poursuivre les leurs? Ces jeunes blancs peuvent prétendre qu'ils ont aussi été opprimés par les anciens blancs, d'une certaine manière. Le problème de ce raisonnement, cependant, est que les Blancs continuent collectivement à jouir des fruits de la domination de leurs ancêtres. Et de plus, cette domination n'a pas encore cessé. Les Blancs continuent de siéger à la tête d'un empire hégémonique massif qui a le monde dans son emprise mortelle. Et les musulmans le savent mieux que quiconque. Pourtant, est-ce seulement la race blanche qui jouit de ce genre de position de pouvoir? Pas du tout. Il y a une autre race qui est aussi surreprésentée dans les couloirs de la puissance mondiale. Une race dont j'ai oublié le nom dans un moment d'égarement, à ce moment précis. Et les hordes musulmanes alors. Le manifeste mentionne que les musulmans ont une culture forte, des taux de natalité élevés, un fort communautarisme. Ces qualités font défaut à la race blanche, affirme-t-il. Cela signifie que les musulmans progressent en Occident, tandis que les blancs sont en déclin, ce qui est considéré comme une mauvaise chose. Je crains que le manifeste n'ait une estimation trop élevée des musulmans en Occident. Malheureusement, les musulmans suivent le même chemin que les blancs et tous les autres groupes. Le taux de mariage sont en baisse pour les musulmans, tout comme les taux de natalité. Les musulmans qui immigrent en Occident n'ont malheureusement souvent pas une identité religieuse forte, et au contraire sont très désireux de s'assimiler à la culture blanche dominante. Certains vont même jusqu'à dire que les musulmans fétichisent la blancheur. L'idée de privilégier les membres du groupe s'estompe également dans l'esprit de nombreux musulmans. Dans l'islam, il y a un concept important, c'est al-wala ou al-bara, qui se traduit vaguement par la loyauté et le désaveu. Ce concept vient du Coran et de la Sunna dans de nombreux endroits. Par exemple, dans Sourate 3, verset 110, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. » Dans ce ayah du Coran, Allah définit la Ummah et ce qui rend la Ummah des musulmans supérieurs aux autres. Ce n'est pas dû à la race, à la lignée ou à l'héritage. C'est une question d'éthique et de croyance. Les musulmans défendent ce qui est bien et luttent contre ce qui est mal. Et ce qui est bien et ce qui est mal revient en fin de compte à ce que le Créateur commande, le Créateur en qui nous croyons et que nous adorons. Celui qui ne croit pas en Dieu et en son messager, que la paix soit sur lui, ne peut pas être musulman, même si toute sa famille est musulmane depuis des générations. Cette importance de la foi sur le sang s'exprime quand Allah dit, dans Sourate 58, verset 22, « Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. » Il dit également dans Sourate 3, verset 28, que les croyants ne prennent pas, à la place des fidèles, les négateurs pour alliés. Quiconque le fera aura rompu toute alliance avec Dieu. Et le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Les liens les plus forts de la foi sont la loyauté pour Allah, l'inimitié pour Allah, l'amour pour Allah et la haine pour Allah. » L'islam ne nie pas que les gens peuvent avoir une préférence pour d'autres personnes qui partagent une culture, un héritage ou même une race. La préférence pour sa propre race est considérée comme du racisme dans le discours contemporain de justice sociale. Mais ce n'est pas la conception de l'islam. Ceci est expliqué dans un hadith. Un homme a demandé au prophète, que la paix soit sur lui, « Ô messager d'Allah, est-ce du tribalisme si un homme aime son peuple ?» Il dit non. Le tribalisme est plutôt quand un homme aide son peuple à faire l'injustice. Rapporté par Ibn Majah. Aimer son peuple ou sa tribu fait partie de la nature humaine. C'est même une partie indéniable de la biologie humaine. Mais regardez la sagesse inégalée du prophète, que la paix soit sur lui.
Cette préférence pour sa propre tribu a ses limites. Si l'amour de son peuple l'amène à commettre une injustice en faveur de son propre groupe au détriment d'autres groupes, alors c'est clairement ce qui est répréhensible. Il est important de noter que nous comprenons l'injustice en nous référant au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire à la révélation, qui clarifie et élabore sur la nature de l'injustice sous toutes ses formes. Malgré toutes ces conceptions de la Ummah, de l'alliance et du désaveu, de l'esprit communautaire, il y a un effort délibéré pour détruire ce que je qualifie de première mentalité de la Ummah, ou la mentalité communautariste que le manifeste du tueur attribue aux musulmans. Une partie de cet effort consiste en une campagne visant à mettre l'accent sur l'humanité au-dessus de la religiosité. Dire aux musulmans de ne pas se soucier davantage des autres croyants que des non-croyants est une tactique coloniale éprouvée qui est utilisée jusqu'à ce jour pour affaiblir la Ummah. Nous devons réfuter ces efforts et réaffirmer l'importance et la nécessité d'al-wala ou al-bara et dénoncer les agents qui enseignent contre cette valeur et cherchent à la remplacer par l'humanisme, le nationalisme, la justice sociale ou toute autre idéologie étrangère. Qu'est-ce qui nous différencie des nationalistes blancs? Beaucoup, comme expliqué ci-dessus. Mais certains pourraient dire qu'al-wala ou al-bara, la loyauté et le désaveu, une mentalité primordiale pour la Ummah, s'apparente à la préférence des blancs pour leur groupe. Pas du tout. Comme les versets et hadiths précités l'indiquent clairement, la Ummah est définie selon la croyance et l'éthique, les normes de justice. Sur quoi repose le nationalisme blanc? Si le fait d'être blanc est défini comme le fait d'avoir une certaine lignée sanguine, alors c'est une base relativement faible pour l'identité. Comme je l'ai déjà dit, si nous voulons être réalistes et accepter l'idée que les races existent, alors pourquoi une personne devrait-elle se définir en fonction de cette caractéristique biologique particulière? Pourquoi ne pas définir les gens en fonction de la nation où ils sont nés, comme l'est la convention actuelle dans le monde, c'est-à-dire la citoyenneté nationale? Le nationaliste blanc pourrait prétendre que, contrairement au lieu de naissance, la race et la lignée sanguine affectent des choses comme l'intelligence, la sociabilité et d'autres traits de caractère. Mais est-ce que la lignée sanguine affecte vraiment la façon dont une personne se comporte et agit? Cela affecte-t-il l'engagement d'une personne envers des valeurs comme la justice, la bonté et la fidélité? Peut-être, pour les besoins de l'argumentation, nous pouvons l'admettre dans une certaine mesure. Mais il y a d'autres facteurs que le sang qui sont beaucoup plus puissants pour influencer la façon dont une personne existe dans ce monde et interagit avec les autres. En fait, c'est un message important dans la Bible et dans le Coran. Caïn et Abel, par exemple, étaient frères de sang, mais ils ont pris des décisions complètement différentes. Les enfants de Jacob étaient tous apparentés par le sang, mais par leurs décisions personnelles et morales, ils ont fini dans des lieux très différents. Pareil pour le fils de Noé. Comment deux personnes qui partagent le même père et la même mère, donc bien plus que la même race, peuvent-elles suivre des chemins aussi diamétralement opposés? C'est une réalité incontestable. L'argument nationaliste blanc selon lequel les blancs ont intérêt à éviter de se mélanger à d'autres races parce que d'autres races peuvent avoir un impact négatif sur le caractère moral de leur nation est complètement sapé par ce simple fait. La race ne peut à elle seule rendre compte du caractère moral parce que d'autres choses, comme la dévotion religieuse, sont beaucoup plus déterminantes dans la façon dont les gens se comportent collectivement. L'histoire même de l'Europe le prouve. Si la race était si déterminante, pourquoi l'Europe a-t-elle connu un déclin moral aussi marqué au cours des dernières décennies? Ce que les nationalistes blancs déplorent eux-mêmes. Accuser l'immigration raciale est juste une pétition de principe, c'est-à-dire un raisonnement fallacieux. Mais les nationalistes blancs ont l'habitude de reconnaître la circularité de leur raisonnement. À savoir, les blancs en vertu de leur race sont intrinsèquement civilisés et moraux, alors que les non-blancs ne le sont pas. Ceci est démontré par le fait que les nations blanches sont plus civilisées et ont des normes de moralité plus élevées. Pourtant, le fait que les nations blanches sont actuellement en déclin en termes de civilisation et de moralité est dû à un afflux de non-blancs. Un afflux de non-blancs entraîne un déclin de la civilisation et de la moralité, parce que les non-blancs ne sont pas aussi civilisés et moraux que les blancs. C'était la prémisse initiale qu'il fallait justifier, d'où le cercle. Les nations européennes sont en déclin, non pas à cause d'un afflux d'immigrants. En fait, un afflux de musulmans forts et dévoués contribue réellement au caractère moral de la société européenne, comme en témoignent les musulmans qui ont récemment mis fin au programme LGBT dans les écoles britanniques. Ce qui a en fait provoqué le déclin de l'Europe, c'est la perte des valeurs traditionnelles et la propagation de la dégénérescence et de la corruption. C'est la même chose qui a détruit de nombreuses civilisations du passé, comme l'ont reconnu des penseurs non musulmans comme Alexander Tyler, Edward Gibbon, Roberto De Mattei et Camille Paglia, et comme Allah le décrit très bien dans le Coran. Les peuples de Had, Thamoud, Nuh, Lut, l'empire de Pharaon, Bani Israël, toutes ces nations ont rejeté la révélation de Dieu et ses messagers. Et cela a conduit à leur perte catastrophique. Toutes les nations, y compris les nations musulmanes d'aujourd'hui, doivent tenir compte de cette réalité incontournable qui fait partie de la loi immuable d'Allah.
Qu'en est-il du patrimoine, de l'héritage? Un autre argument nationaliste blanc est l'appel à l'héritage. Les blancs ont un patrimoine commun qu'ils veulent préserver, disent-ils. Cet argument me semble également bizarre et non fondé. Si le patrimoine est lié à la race, l'argument ci-dessus suffit à le démanteler. Si le patrimoine n'a aucun lien avec la race, alors les gens qui ne sont pas blancs pourraient prétendre partager ce patrimoine. Après tout, qu'est-ce qu'un patrimoine? S'agit-il d'un ensemble de valeurs et de croyances? Si c'est le cas, alors n'importe qui peut adopter ces valeurs et croyances, sans égard à la race ou à la lignée. Et finalement, la question se pose, qu'est-ce qui rend les valeurs et les croyances européennes, quelles qu'elles soient, supérieures aux autres systèmes? Cela ne va certainement pas de soi, et le recours à la domination historique des nations blanches ne fonctionnera pas non plus. Car si la force a raison, qu'en est-il du fait que, selon les nationalistes blancs eux-mêmes, les blancs sont une race mourante? Cela ne signifie-t-il pas que les blancs sont vaincus, et cela ne signifie-t-il pas que les valeurs et les croyances des non-blancs sont supérieures? C'est le genre de pensée que les nationalistes blancs ne poursuivent pas vraiment avec cohérence logique. De plus, le patrimoine culturel a tendance à être le plus souvent fictif. En tant que persano-américain moi-même, je lève les yeux chaque fois que mes compatriotes perses parlent des grands rois persans du passé et des illustres dynasties perses. Je roule les yeux encore plus fort quand les Américains parlent du rêve américain et de la merveille de l'espoir américain. Ces gloires du nationalisme sont tous des mythes évidents, des constructions. Remontez assez loin dans le temps, et les frontières et les lignées se mélangent et se croisent. Je ne pense pas qu'il faille être un constructionniste social absolu pour accepter cela. Même si l'identité raciale est une réalité objective, lier sa race à des événements historiques ou à des personnages du passé est au mieux un vœu pieux. Combien de sang les Perses partagent-ils aujourd'hui avec le roi persan Darius qui a vécu il y a des milliers d'années? Combien de sang les Français partagent-ils avec Clovis ou Charles Martel? Très très peu en réalité. Dans l'ensemble, nous pouvons voir pourquoi la conception islamique de la Ummah est largement supérieure aux identités fondées sur la race ou la nation. La notion d'Ummah est intrinsèquement normative, elle est intrinsèquement liée aux valeurs et aux croyances, et ce sont les valeurs et les croyances qui déterminent le caractère collectif d'un peuple, et en fin de compte la destinée d'une civilisation. L'idée de la Ummah est inexorablement liée à l'invisible transcendant et au créateur de toute existence. C'est une source de valeurs transcendantes qui pousse les musulmans à faire le bien, et même à sacrifier leur vie pour le bien. Une identité ethnique ou même culturelle ne peut jamais être vraisemblablement transcendante de cette façon. La seule façon pour les identités ethniques et culturelles d'atteindre ce niveau est d'inventer des faux dieux, d'inventer des mythes, comme le peuple élu, d'inventer des téléologies, par exemple le progrès, ou d'inventer des fausses religions. C'est ce que le nationalisme blanc a produit. Ils ont abandonné le christianisme, et pourquoi pas, et ont créé à sa place une culture de mème et de nationalisme irrationnel, un autel dégradé de culte des ancêtres, caractéristique de toutes les religions païennes de l'histoire. Comme Allah le dit dans Sourate 2, verset 170, « Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Un dernier point. Les nationalistes blancs comprennent bien que la laïcité libérale est un mirage. Ils disent que la laïcité libérale ne peut en rien apporter le salut parce qu'en fin de compte, la race détermine le destin du monde. Nous avons déjà vu les trous béants dans cette ligne de pensée laïque dans d'autres articles, mais malheureusement certains musulmans veulent placer leurs espoirs dans le discours laïque libéral. Certains musulmans insistent pour promouvoir l'idéologie de la justice sociale gauchiste, l'idéologie féministe, l'idéologie laïque libérale, l'idéologie marxiste. Toutes ces idéologies que même des personnes aussi irrationnelles et aveugles que les nationalistes blancs ont catégoriquement rejetées. Ces musulmans sont-ils plus stupides que des nationalistes blancs? La stupidité de ces musulmans est que, plutôt que de penser par eux-mêmes, plutôt que de renvoyer ces questions au Coran et à la Sunna, leur pensée ne s'étend pas au-delà de « Eh bien, si les nationalistes blancs, racistes et bigots rejettent ces idéologies, cela signifie que ces idéologies sont bonnes, et nous devons les accepter. » Les musulmans qui comprennent ces réalités, et ils sont majoritaires encore, alhamdulillah, mais doivent faire leur part pour remettre le reste de la Ummah dans le droit chemin. Sinon, les ignorants creuseront un trou au fond de l'arche que nous parcourons tous ensemble à travers les mers tumultueuses ces jours-ci au précipice du jour dernier. Un dernier message aux nationalistes blancs. Si vous êtes un nationaliste blanc écoutant ce message, laissez-moi avoir le privilège de vous inviter à l'islam. Si vous êtes un non-musulman écoutant ce message, nationaliste blanc ou non, nous vous invitons au chemin de Dieu, un chemin de justice, un chemin de sincérité, d'amour et de dévotion au Créateur, Dieu Tout-Puissant.
Tous les arguments rabâchés contre l'islam et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sont issus de la philosophie laïque libérale que vous rejetez exactement. Si vous pouvez, pour un instant, mettre fin à ces préjugés et considérer l'islam objectivement, vous pouvez voir ses mérites inégalés. C'est parce que l'islam est la vérité, et les peuples du monde méritent la vérité. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation de Dieu et devant ce qui est descendu de la vérité, et de ne point être pareils à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long, et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Sourate 57, verset 16.